bâtiments de la communauté des ferriers. Au fur et à mesure des besoins, de l'agrandissement de la famille, on a agrandi le bâtiment et aujourd'hui c'est une maison qui fait environ 30 mètres de long sur plusieurs niveaux, un rez-de-chaussée, un étage et un étage au-dessus où il y avait des chambres et des greniers. La fenêtre du fond, là-bas, c'est le grand grenier qui servait à mettre toutes les récoltes de blé. Ensuite, bien, tous les vastes bâtiments, il en manque un petit peu aujourd'hui, mais l'étable des vaches, les granges où l'on rentrait le foin, la paille, et puis en bas, il y a une autre grange. C'était là où on mettait toutes les gerbes de la propriété de ferrier et ce que devaient les métayers. Et ensuite, en hiver, on faisait le battage sur l'air de la grange, on battait les gerbes au fur et à mesure des besoins. Alors ici, nous sommes devant la maison des ferriers Sablonnières, qui était une des branches de la communauté ferrier. Elle s'était divisée en 1684. Donc les ferriers étaient venus s'établir de ce côté-ci du village. Et après, par alliance avec des sablonnières, il n'est plus resté que des sablonnières à partir de la fin du 18e, début 19e. Et cette communauté a duré jusqu'en 1889. C'était la maison natale de mon père et c'est là où je suis né aussi. Les communautés familiales agricoles, c'était un groupement de personnes qui étaient associées, qui avaient mis leurs ressources, leurs biens en commun, c'est-à-dire les bâtiments, le bétail, les terres et tout ce qui en provenait, les récoltes, voilà, la vente des animaux, la vente des récoltes était faite par une des personnes de la communauté, que l'on nommait le maître, et les biens, la vente revenait à la caisse commune de la communauté. On ne sait pas exactement les raisons qui ont poussé les gens au XVe siècle, voire au XVIe siècle ensuite à se grouper, mais on pense qu'après la guerre de Cent Ans, comme il y avait beaucoup de propriétés, de terrains qui étaient demeurés incultes pendant bien des années. C'était la fin de la guerre de Cent Ans, c'est une guerre civile en somme. Et donc je pense qu'il a fallu se grouper pour défricher des terrains qui étaient à l'abandon. Et aussi à l'origine, plus tôt, les premières communautés, mais on n'a aucune trace écrite de cela, mais on pense aussi que c'est peut-être pour pouvoir échapper au droit de main morte face au seigneur, c'est-à-dire que les gens, pour hériter les uns des autres, devaient prouver qu'ils avaient vécu une année entière au même pot et au même feu, c'est-à-dire sous le même toit et partager les repas et voilà, le travail en commun. Et alors la coutellerie avait une importance, bien sûr, dans toutes ces familles. Là, devant nous, il y a beaucoup de végétation, mais derrière, on peut deviner la boutique de coutelier. Si on enlève la végétation, voilà, on voit la fenêtre qui permettait de donner du jour aux personnes qui travaillaient derrière pour le montage des couteaux. Les communautés avaient un mode de fonctionnement très bien défini. En fait, l'ensemble des personnes qui formaient la communauté étaient gouvernées, si on veut dire, par un maître qui était élu. Le maître avait la charge de gérer la propriété, de gérer les biens, que ce soit les bestiaux, les récoltes, voire dans cette communauté, puisqu'ils étaient aussi couteliers, donc de s'occuper de la production coutelière. C'était son travail. Il représentait la communauté à l'extérieur, il allait dans les foires et dans les marchés, il traitait quand la communauté voulait s'agrandir, c'est lui qui allait chez les notaires et voir les personnes avec qui il voulait faire des affaires, mais avec l'accord des autres personnes que l'on appelait des parceniers, puisque chacun avait sa part égale dans la communauté. Donc il allait voir les gens à l'extérieur pour régler les affaires de la famille. Et il pouvait, dans certaines grandes communautés, telles les Quitarpinans-Attières ou les Duneaux, il pouvait déléguer certains travaux, par exemple pour les labours, pour les vignes. Il y avait des personnes qui étaient affectées spécifiquement à ces travaux-là. Par contre, ici, non, le maître gérait tous les travaux de la maison. Et il avait aussi à surveiller
le bon fonctionnement de tous les domaines, puisque la communauté des ferriers, autrefois, possédait 7 domaines. Il est certain que quelquefois, le maître, s'il ne faisait pas l'affaire, pouvait être révoqué. Mais je dois dire que dans tous les documents que j'ai pu étudier des communautés, j'ai rarement trouvé cette chose-là. J'ai trouvé une seule fois chez les Guérins à Chapais, sur Escoutou. Le maître n'a pas été révoqué, mais je pense que c'était par raison de son grand âge où il a cédé la place. Mais ça n'arrive pas souvent, c'est pas souvent. En général, le maître va jusqu'au terme de son mandat et quelquefois, toujours, il a choisi celui qui va lui succéder. Il repère parmi les enfants de la famille celui qui a le plus d'aptitude pour essayer de gouverner toute cette maisonnée. Et quand il vieillit, il s'adjoint les services d'un des enfants qu'il va désigner et qui sera celui qui va devenir son successeur, en fait. Et l'élection se fait, c'est une pure formalité. Le maître mort, c'est un peu comme le roi. Le roi est mort, vive le roi. Eh bien, le maître est mort et à main levée, on acclame le nouveau maître. Devant nous, c'est la maison de la famille Pierre Grosse. C'était une famille de domestiques de la communauté des ferriers. Donc, ils vivaient dans cette petite maison. Et il était domestique, mais il avait aussi un atelier de coutelier, c'est-à-dire que dans le bâtiment, ce petit bâtiment, il y avait une boutique de coutelier et une petite étable pour les 3 ou 4 chèvres qu'il possédait. Il y avait aussi la maîtresse, une des femmes de la maison, qui ne devait pas, en principe, ne devait pas être la femme ou la sœur du maître pour ne pas avantager plus une branche qu'une autre de la famille. Et donc la maîtresse avait aussi un rôle important, puisque c'est elle qui gérait toute la basse-cour et aussi, dans le cas des ferriers ou de certaines autres familles qui avaient beaucoup de domaines, elle récupérait ce que l'on appelait la pitance, c'est-à-dire les métayers devaient le beurre, le fromage, les œufs et les choses comme ça, qu'elle se chargeait de vendre au marché de Thiers ou de Courpierre, les marchés les plus proches en fait. Et elle avait aussi un rôle important puisque c'est elle qui élevait tous les enfants de la famille. Toutes les femmes travaillaient avec les hommes au champ et elle élevait les enfants et bien sûr elle leur inculquait les valeurs chrétiennes et l'économie. Par exemple, quand elle allait garder les vaches ou les chèvres, eh bien, en revenant, on ne revenait pas sans ramener un petit fagot de genêt sec ou de branches sèches pour allumer le feu. Ou bien à la saison des pommes, de ramasser des pommes ou des châtaignes ou des noix. L'arrière de la maison Ferrier, une vaste bâtisse. De ce côté-ci, on est du côté ouest, c'est le côté de la pluie. Il y a peu d'ouvertures. Celles que l'on voit avec des montants en briques n'ont été ouvertes que dans les années 1890-1900. Auparavant, il y avait des toutes petites ouvertures. Et on peut remarquer que aussi bien au rez-de-chaussée qu'à l'étage, il y a des barres de fer. On est le côté où on ne vit pas, que l'on ne voit pas, donc on se protège en mettant des barres de fer aux petites fenêtres. Celle qui est en face de nous, c'est le charnier, là où on faisait saler le cochon. Il est tourné nord-nord-ouest pour bien sûr la conservation de la viande. Alors les mariages, les unions des parsonniers étaient décidés à l'avance. Les sentiments avaient peu d'importance. Ce qu'on regardait, c'était l'intérêt de la famille. Alors on essayait de marier des enfants de la même génération, les enfants de plusieurs couples de la même génération, dans la famille même. Et si on n'avait pas d'âge correspondant, on essayait de trouver dans les familles proches avec lesquelles le plus souvent on était déjà alliés, de trouver un garçon ou une fille dont on avait besoin pour conclure une alliance. Et à ce moment-là, on passait un contrat de mariage avec, bien sûr, il y avait la dot de la mariée, ce que le marié amenait aussi, et une somme d'argent dans la dot. Et cette somme d'argent n'était pas toujours versée au moment du mariage, voire même des années après. Et bien entendu, 20 ou 25 ans après, quand le problème des mariages se posait encore, on essayait de renvoyer un des enfants dans la communauté où on avait pris une fille avant.
et ce qui fait que ça annulait le paiement des dots. Ici, dans la famille Ferrier, il y a eu jusqu'à 28 personnes en 1861, plus les domestiques qui vivaient sous le toit de la communauté, avec la communauté. Mais dans certains cas, par exemple au moment de la Révolution, quand on regarde sur Vollerville, l'abbé Guélon avait étudié tout cela, puis d'autres personnes après, on voit que dans certaines familles, il y a jusqu'à 30-35 personnes sous le même toit. Alors, bien sûr, les gens de la famille, enfants et vieillards compris, et des valets ou des servantes. Les propriétés des communautés étaient d'une superficie très variable suivant la communauté. Par exemple, comme les Ferriers Sablonnières, la propriété au moment de la dissolution était d'environ 30 hectares, plus 2 hectares de vignes. Mais par contre, dans le cas des Ferriers, il y avait en tout 7 domaines, plus la réserve qui était attachée à la maison. Il y avait 7 domaines qui pouvaient faire à peu près environ 240 à 250 hectares et on essayait toujours d'agrandir les propriétés. Donc le cheptel dans les communautés était très variable. Il y a toujours bien sûr des vaches, des bœufs quelquefois pour le travail. Dans les plus importantes, il y a des bœufs. Et alors on se rend compte de l'importance de ces maisons quand on regarde les cahiers, les rôles de la taille, c'est-à-dire l'imposition royale. On met que telle famille laboure à 2, 3, 4 paires de vaches. Donc là, c'est une famille importante. Et aussi, on élevait beaucoup de moutons. Généralement, il y a des troupeaux de moutons assez importants. Bien sûr, des porcs pour la consommation personnelle, mais aussi pour la vente. On ramassait des quantités assez importantes de foin, mais on était aussi surtout agriculteurs, c'est-à-dire qu'on labourait, on semait du blé, de l'avoine, un peu de froment, et puis bien sûr à partir de la fin du XVIIIe siècle, puisque dans le Livradois Forez, on est dans les premières régions où on a implanté la pomme de terre, il y a à partir de ce moment-là et au XIXe siècle, la culture de la pomme de terre qui prend une place très importante. Ici, ce petit bâtiment, c'était l'ancien fournil, il manque le four à pain, mais il y en a un autre juste à côté. C'était le fournil. Là où on entassait au-dessus, on mettait les bouilles, les fagots de genêt. Et on voit que les ouvertures sont très étroites. Et même ici, la porte, mon grand-père, qui était un petit peu plus petit que moi, mais qui était quand même assez grand déjà, se cognait la tête à chaque fois. Et avec son frère qui était maçon, il avait rehaussé de 3 briques le linteau de la porte. Ici, il y a une ouverture qui a été masquée en partie. C'était une fenêtre de boutique, mais c'était la forge. Et on voit il y a un larmier, c'est-à-dire les pierres qui sont sur la poutre. La pluie descend et elle passe au-dessus des pierres, elle ne mouille pas la poutre. La vie des gens qui vivaient en communauté était placée sous le signe de la religion. La religion avait une très grande importance. Il est certain que dans ces familles, avoir un enfant qui devenait prêtre, c'était un honneur. J'ai retrouvé ça dans plusieurs familles, les Beaujeu, les Vallées. Il y en a eu à Sainte-Agathe chez les Chassagnes, mais on ne pourrait pas tous les citer. Il y en a chez les Tuiles-Chassagnes à côté. Curieusement, la famille Ferrier n'a jamais donné ni prêtre ni religieuse. La famille Ferrier-Sablonnière a eu 2 religieuses. Et il est vrai que l'on apprenait aux enfants, dès leur plus jeune âge, la charité, le respect des autres, toutes ces choses, toutes ces valeurs qui étaient les valeurs chrétiennes en fait. Et là, on a le four à pain. Autrefois, ici, c'était un jardin. On a essayé de réchauffer, il marche bien. On avait fait du pain plusieurs fois. Et les tourtes de pain, on peut en mettre 18, ce qui prouve qu'il y avait beaucoup de monde dans la famille, dans la maison. Et sous cette espèce de petit appentis, c'est le cuvage. C'était la cave et le cuvage tourné au nord pour que le vin se conserve. Alors on voit des petites fenêtres, c'était des domestiques qui habitaient, oui, ils n'étaient pas les pauvres.
Les communautés agricoles, bon, il est vrai que dans la région de Thiers, il en est resté beaucoup et plus longtemps qu'ailleurs, mais on en retrouve dans le Bourbonnais, on en retrouve dans le Nivernais, probablement dans d'autres régions, mais où on en a totalement perdu la trace. Monsieur Tournillat, qui a été un des spécialistes des communautés agricoles dans les années 70, 80 et même avant, en a retrouvé dans le bassin parisien. Mais bien sûr, à Thiers et dans la montagne thiernoise, elles ont duré plus longtemps. Je ne sais pas, les gens avaient peut-être conservé ce mode de vie. Ce qui a été un peu la fin des communautés, qui a amené la fin des communautés, c'est la Révolution française, puisque d'après la loi, nul n'est censé rester dans l'indivision. Donc ça a été une des causes de la fin des communautés. Mais à Thiers, certaines ont continué pendant tout le 19e siècle, et voire 3 ou 4 ont réussi à franchir la période du 20e siècle, puisque les Ferriers, les Tuelle-Chassagne, les Dozolme-Chevaleria existaient encore dans les années 30, et la communauté Ferrier a été dissoute en 1961.